on voit bien que ce que tu proposes là, ce sont des auteurs qui permettent de résister à d'autres courants positivistes, anglo-saxons, dont les ouvrages déferlent par ailleurs dans les maisons d'édition, dans les librairies. Loin de moi l'idée de vouloir résister à quoi que ce soit, car je pense que l'instinct dominant, justement, intellectuel, la tendance intellectuelle dominante, contre quoi on ne résiste pas, c'est l'optimisme. Allons, allons, tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Il suffit de prendre confiance en soi. Il faut ceci, il n'y a qu'à, il faut que. Voilà. Ça, contre ça, il est impossible de dire quoi que ce soit. Quand j'écris un livre comme ça, c'est pas pour résister, c'est comme je le dis, c'est pour écrire des cartes postales. Déjà, Sioran disait, moi je reprends cette formule, c'est comme ça, c'est peut-être un peu modeste, mais il écrivait à l'adresse de gens qui avaient déjà tout compris. Je ne vais pas convertir des gens que je crois, qui me semble qu'ils se fourvoient. Non, je ne suis pas là pour les ramener dans un autre chemin qui s'en fiche totalement. En revanche, là, par contre, je concède, en écrivant ça, moi, on ne me la fait pas, d'accord? On ne me la fait pas. Alors, le succès des ventes des ouvrages philosophiques, tu vois bien, parfois, tu vois bien dans Philosophie Magazine, avoue-le, des fois, il y a confusion entre la philosophie et effectivement la pensée positive, le commerce de la pensée positive. Oui, bien sûr, ce qu'on peut appeler aussi le développement personnel ou le... Exactement, mais il faut s'interroger sur la raison pour laquelle, pourquoi la raison pour laquelle on les confond. Si on les confond, c'est peut-être pas par hasard. C'est peut-être parce qu'il y a dans la philosophie tout un courant qui tente à penser que effectivement les hommes peuvent faire quelque chose pour eux-mêmes. Oui, les stoïciens, les épicuriens peuvent être facilement embrigadés dans des courants de pensée positive ou de développement personnel, alors que ces auteurs que tu cites là, eux, seront réfractaires à toute forme de récupération de ce type. C'est-à-dire que eux, ils ricanent. Voilà. Comme ça, d'écrivains qui ont... Je vais vous dire, vous savez, mais tout le monde, je suppose, fait ça. Moi, souvent, je relis des auteurs, ceux dont je parle, comme je réécoute des chansons que j'aime bien, des chanteurs que j'aime bien. Et ces auteurs-là, ce sont des rengaines pour moi. Je les connais très bien, je les connais par cœur. Ben, on s'en fiche quand on connaît un chanteur par cœur, son répertoire par cœur. On se repasse ses tubes, ses disques, etc. Alors, ça provoque une sorte d'effet un peu comme ça. On s'enivre un peu, on se drogue un peu à la nostalgie. Vous voyez, bon, alors là, il ne s'agit pas de nostalgie, là, il s'agit peut-être de rendre hommage précisément à ces auteurs qui, à un moment donné, dans l'existence, ont fait du bien, non pas parce qu'ils m'ont permis d'être meilleur, je crois que je suis absolument irrécupérable, non pas d'être plus intelligent, parce que ça, je crois que je ne changerai pas non plus là-dessus, mais simplement qu'ils m'ont permis de me dire, finalement, oui, tu ne te trompes pas trop à propos de tel ou tel sujet. Bon, je suis content de trouver un écho parmi des gens plus intelligents que moi. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. De même que je suis content quand j'entends un chanteur, une chanteuse de jazz par exemple, ou même un chanteur de variété, je suis content d'entendre des accents d'une mélancolie, de sentiments, parfois un peu à l'eau de rose. Je suis très content de retrouver ça. Ce sont des échos de ma subjectivité. Là, j'avais le désir de leur rendre hommage. C'est cet affect qui permet de passer d'une moindre perfection à une plus grande perfection. Très sincèrement, je ne comprends rien à cette histoire. Je ne vois pas en quoi on est
moins parfait ontologiquement du point de vue de l'être quand on est triste, quand on est joyeux. L'expérience me montre que les gens joyeux, qui exultent, sont souvent de parfaits crétins. C'est quoi? Enfin, il n'y a pas longtemps, je disais que la joie, au fond, est une passion grégaire. Je ne sais pas, c'est une foule en liesse, ce sont des supporters qui acclament leur équipe gagnante. Et il y a même de l'agressivité dans la joie. Il y a quelque chose d'un peu dangereux. Et puis c'est la foule qui est joyeuse. Un individu joyeux, ou alors s'il est vraiment tout seul, il ne manquera pas de vouloir absolument que tu participes de sa joie. Il y a quelque chose d'un peu, tu vois, d'un peu tyrannique dans le... Le mélancolique, lui, c'est une passion solitaire, on est un peu seul dans son coin, on regarde le monde, on est un peu à l'écart. Et puis, l'homme joyeux, au fond, il est, comme dirait Nietzsche, il est cloué dans l'instant de la joie. Et qu'en fait-il de cet affect? Alors, tant mieux pour lui, il est joyeux, c'est très bien, mais la joie est stérile du point de vue de la création, du point de vue de l'écriture, du point de vue de l'expression. Le joyeux ne fait qu'être joyeux, il ne fait que crier sa joie. La mélancolie, c'est autre chose, c'est le recul, c'est la contemplation, c'est le regard, c'est un regard amusé, un regard un peu consterné aussi, les deux ensemble, voilà, et puis on essaye de traduire. Voilà. Le joyeux ne traduit rien, le joyeux, voilà. Et en plus, il est bruyant, d'accord? Il est bruyant. La joie est toujours tapageuse, moi elle me fatigue. Les fanfarons, les joyeuderies, les joyeux turlurons, etc. Ils sont effrayants.